Salut à tous et à toutes, c'est CrusherQ et bienvenue pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Aujourd'hui ce sera pas vraiment un deck profile, ça sera pas non plus une vidéo de match, ça sera une discussion sur Bruce dans la DBT 04. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que la DBT 04 est enfin disponible en Europe. Et elle nous a apporté une nouveauté que sont les grades 4. Donc les grades 4 qui sont disponibles pour les 5 nations. On en a vraiment un par nation. Techniquement il y en a deux dans Dragon Empire, mais il y en a un qu'on veut rider et l'autre qui est un rearguard. Et du coup je voulais discuter un petit peu de Bruce. Bruce qui est ce deck mastodonte depuis qu'il est arrivé dans le TCG, depuis le début d'Overdress en fait, qui est l'un des, si ce n'est le meilleur deck du format depuis 3 BT. Sauf que la BT4 a vu plus ou moins une modification de cette metagame, puisqu'on a désormais Prison et Magnolia qui ont l'air d'avoir pris les devants dans la BT4. Et je voulais un petit peu revenir sur ce que peut faire Bruce dans la DBT4. Mes tests après une semaine de DBT4, donc techniquement je vais pas vous cacher que ce que je vais dire dans cette vidéo c'est ce que j'ai testé, mais je ne prétends absolument pas que j'ai la vérité ultime, loin de là. Je ferai juste une petite discussion comme ça, faire un petit peu un état des lieux de Bruce avec la DBT4, quelles sont les options, qu'est-ce que j'ai testé, et qu'est-ce qui m'a l'air d'être le plus fonctionnel. Donc, pour commencer, on va parler un petit peu de Bruce de manière générale, hein, ça va pas être très long, mais on va comparer très rapidement les deux Bruce. Donc, on a tout d'abord Violence Bruce, donc qui est le grade 3 de base, donc c'est celui de la Rayline. Donc au début de la raid phase, on final rush, et quand il attaque, sous blast 5, et on stand tous les front row rearguard. Donc ça c'est la carte que vous connaissez probablement déjà. C'est le grade 3 de la Rayline, le du coup fameux Bruce qui nous place en final rush, mais il a désormais une évolution qui, on va le voir, est quand même techniquement qui a un effet très similaire à celui qu'on vient de voir là. Donc le grade 4 c'est Diabolos Unrivaled Bruce qui a donc lui aussi au début de la raid phase et jusqu'à la fin du tour on final rush, et à la fin du combat où il a attaqué, si on est en final rush, counter blast 1, sous blast 5, stand toutes les front row units, et cette unité gagne drive -2 jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, ça c'est pour le grade 4, il a également triple drive, donc c'est-à-dire qu'il va check 3, et après son stand il aura drive -2, donc il checkera quand même 1, donc en tout il obtient 3, 4 checks dans le tour. Et il nous permet donc de faire 6 attaques dans le même tour, puisque contrairement à Bruce de base qui ne pouvait que restand les rearguard, Unrival du coup se stand aussi lui-même. Donc là on a 2 attaques de Vanguard, et chaque rearguard de la front row va taper également 2 fois. Donc là on a techniquement un des decks qui fait le plus d'attaques dans le jeu. Le seul concurrent c'est Magnolia techniquement, parce que Magnolia avec le grade 4 peut également faire 6 attaques. D'ailleurs il peut aussi le faire avec le Persona Raid. La différence c'est que Bruce du coup va avoir 2 attaques de Vanguard, là où Magnolia a 6 attaques mais une seule de Vanguard. Et donc il y a un petit avantage pour Bruce je pense dans ce domaine. Et pourtant on est visiblement avec la DBT4, dans un format où Bruce n'est clairement pas le meilleur deck. Et donc la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est pourquoi en fait? Qu'est-ce qui se passe avec la DBT4? Qu'est-ce qui s'est passé avec Bruce et qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Donc ce que je vous présente actuellement, c'est le premier build avec lequel j'ai essayé Bruce. Donc c'est un build que j'ai essayé il y a un peu plus d'une semaine. Et ça avait pour but en fait d'avoir un deck très agressif. Ce qu'on va appeler un deck Glass Cannon, donc qui va pour but vraiment de faire un gros tour sur lequel on va essayer de finir l'adversaire. Et suite à ça, c'est un peu, si on a réussi, on a gagné, si on n'a pas réussi, c'est fini. Donc comment ce deck se présentait? Alors, c'était très simple, donc c'était un deck qui jouait 8 crits, puisque les criticals me semblaient indispensables pour l'agressivité de ce fameux tour que je préparais. Bon, les 4 heals plutôt classiques, 3 fronts principalement pour leur shield, des shields à 20 qui permettent de tenir du coup un petit peu les early game, puisque j'avais peur qu'avoir des draws, ça donnait pas tant de shield que ça donnait 5k shield, potentiellement 10, là où un front c'est toujours 15k, et ça peut aller jusqu'à 20. L'overtrigger classique, y a pas de souci. Ensuite, comment du coup se présente ce deck en termes de combo? Il était orienté autour de Pandemonium Tactics et de Brainwash Furler. Donc comment ça se passe? On utilise Pandemonium Tactics pour tous ses effets, contrairement à un deck actuellement Baron Magnus qui l'utilise pour CB1 sur le Charge 4. Dans un deck comme Bruce, on a des effets supplémentaires. Donc si on en a en Final Rush, en plus de CB1 sur le Charge 4, si on a au moins 6 de soul, on va piocher une carte. Si on a au moins 8 de soul, on va mettre 10 000 à la front row jusqu'à la fin du tour. Et si on a 12 de soul ou plus, on va également gagner un critical sur le Vanguard. Donc forcément, sur un Vanguard comme Bruce Unrivaled qui va restand, on a potentiellement un Vanguard qui va taper juste avec Pandemonium à 23 000, critical 2,
2 attaques, triple check, restand avec derrière encore un check. Donc techniquement Bruce fait une partie du travail. Et l'autre carte du coup qui allait faire le taf pour nous, c'est Brainwash Swirler. Donc Brainwash Swirler c'est une carte qui à la base est plutôt une carte Barrow Magnus, on peut imaginer. Mais en vrai qui pouvait rentrer dans cette optique de deck. Donc il a deux effets. Quand il est placé, on soul charge 1. Et ensuite, quand une carte est envoyée en soul par le soul charge, si l'on garde adverse est grade 3 ou plus, on va pouvoir gagner 5000 à Swirler pour chaque carte soul charge. Donc l'idée c'est de dire, on place Swirler, il va gagner 5000 par son propre fait, ce qui va soul charge 1. Donc là il est déjà à 13. Ensuite on fait Pandemonium dessus. Donc de base il va gagner 20 000 puisqu'on va soul charge 4, donc là il passe à 33, plus l'effet de Pandemonium Tactics si on a 8 de soul ou plus, ce qui est normalement le cas puisque quand on fait notre ride line, si on ride notre Unrivaled, on a 5 de soul. On soul charge 4 par Pandemonium, on passe déjà à 9, donc on a déjà deux effets débloqués, la draw et les plus 10 000 sur la front row de Pandemonium. Donc, avec ça, on avait des Swirlers qui étaient déjà à 43 000 de base, sans bonus à côté. Le Swirler tout seul était à 43, et du coup, dans cette optique, comment j'ai construit mon deck, j'ai ajouté des Queen Lou pour empêcher les grades 1 ou plus de garde, donc ça, techniquement, a pour but de bloquer les perfect guards, mais ça peut également servir pour d'autres match-ups. Il y a certaines cartes défensives qui peuvent exister dans certains match-ups. Je pense par exemple à Prison qui a Dérive Violette, qui peut annuler l'attaque d'un enfin, qui peut, entre guillemets, perfect guard l'attaque d'un grade 2 ou moins. Sauf que Dérive Violette, c'est un grade 2 qui doit se placer en cercle de garde pour activer son effet, donc Queen Lou peut éviter de se prendre ce genre de carte. À côté de ça, il y avait Dauber. Dauber pour, techniquement, une raison très simple. C'est une carte qui pour moi donne 3 fois sa puissance. Elle va le donner une fois quand elle va booster, donc c'est un boost à 8, ce qui est déjà un très bon boost. Ensuite, elle va mettre 10 000 à une unité, et comme on joue un deck Bruce, l'unité qui va avoir gagné 10 000 va restendre une fois de plus, et donc tant que la carte qui n'a pas attaqué, enfin, tant qu'on n'a pas donné 10 000 à la carte que Dauber a boosté, on va mettre 10 000 sur une carte qui n'a pas encore attaqué, donc on aura une fois 8000 de boost sur une colonne, puis 10 000 qui vont aller sur une autre colonne, et cette colonne va restendre et retaper, donc les 10 000 auront été utilisés 2 fois. Et pour moi, Dauber, c'est une carte incroyable dans ce contexte, puisque techniquement, elle a aucun coup. Le seul coup, c'est de faire un -1 techniquement. Mais c'est un -1 qui va donner tellement de puissance sur un seul tour qu'il est largement justifié. Au-delà de ça, il donne également de la soul, ce qui peut être intéressant, puisque Unrivaled a un soul blast 5. Ça a beau être la seule carte qui a un soul blast dans le deck, c'est toujours intéressant d'avoir des cartes qui soul charge. À côté de ça, on a deux autres cartes qui viennent s'ajouter. Du coup, on a les Strikers, Brian et Lyle. Donc, Brian est une carte très intéressante de la BT3, surtout dans ce contexte, puisque c'est une carte qui va Soul Blast 2 pour donner 5000 à la front. Et si on est en Final Rush, on va également donner un critical au Vanguard. Donc, c'est une façon de donner potentiellement un crit 3, voire 4 à notre Unrival, puisqu'on va donner le crit de Pandemonium, un crit de Brian. Et si on arrive à jouer avec Brian, soit on en colle plusieurs, soit on utilise une carte qui existe également en DBT3, que je ne joue pas, qui est Regina. Donc Regina, je vais vous la montrer très rapidement, puisque bon, elle apparaîtra sûrement plus après dans la vidéo. Voilà, donc c'est cette carte qui permet de CB1, de, si on en fait une rush, de mettre deux unités en soul, enfin deux rearguards en soul, de choisir une carte de la soul, de la colle en rearguard, et Regina plus la carte qu'on a colle vont gagner 10 000. Et donc si on combine ça avec Brian, on a techniquement, on peut spammer entre guillemets Brian, pour mettre plusieurs fois 5000 à la front, pour un Brian qui va également gagner 10 000, une Regina qui va être un potentiel tapeur ou un boost à 18, et refaire l'effet du coup de Brian pour mettre 5000 à la front, redonner encore un crit au Vanguard. Donc on pourrait imaginer avoir un Bruce qui a crit 4 ou 5. Et pour finir, avant de partir plus en détail, on a Lyle. Et Lyle, c'est une carte que moi j'aime plutôt bien actuellement. C'est une carte que je trouve pas nécessaire, mais techniquement il a un effet qui est assez pratique, il permet de jouer un peu avec la soul, et c'est une chose qu'on a perdu parce que ce build, comme vous le voyez, ne joue pas Protobulb. Et Protobulb, c'est une carte de la DBT1 qui était dans Bruce depuis la DBT, enfin depuis qu'il est arrivé, et qui n'a fait que s'améliorer avec le temps. Sauf qu'il n'est pas dans ce build parce qu'il y a déjà beaucoup de CB, et qu'en réalité, on ne joue pas tant que ça avec la soul. Donc en contrepartie, on a Lyle qui va, quand il est placé, CB1 plus 5000, puis si on est en Final Rush, il va pouvoir Soul Charge 2 et sortir une carte de la soul sur le terrain. Donc Lyle, pourquoi il est là? Bah déjà, Soul Charge 2, c'est plus 10 000 sur nos swirlers, et ça c'est intéressant. Ça peut également juste aller chercher des pièces de combo qui ont été Soul Charge, ça peut sortir un Brian, ça peut sortir un Dauber, ça peut sortir une Queen Lou, et j'aimais bien aussi cette interaction, si dans la main on a une Queen Lou et un Lyle, on a double garde strict sur deux colonnes, parce qu'on met notre Queen Lou sur le terrain, on l'envoie en soul pour donner le garde strict à une colonne, ensuite on sort Lyle, enfin on colle Lyle, Lyle va utiliser son skill pour ressortir une Queen Lou depuis la soul, et va utiliser cette même Queen Lou pour mettre le garde strict sur l'autre colonne. Et donc là on a activement pas de gradin ou plus pour garde nos attaques, et techniquement, vu qu'on va restendre, pour garde 4 de nos 6 attaques. Donc techniquement, il y a 4 attaques qui doivent être soit nos gardes, ou soit gardées techniquement avec des vraies cartes, qui ne sont pas de perfect guard. Et du coup, vu qu'on a Swirler qui peut faire des colonnes dans les 40, 50, j'ai même été jusqu'à 63 000, sans compter les bonus de trigger, avec Swirler, c'est totalement envisageable d'avoir cette espèce de deck one-shot. Et pourtant, c'est clairement pas un deck que j'ai apprécié jouer.
Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, déjà, comme vous pouvez le voir, c'est un deck qui va demander de grosses pièces de combo, parce qu'il faut avoir notre grade 4, malgré tout. Là où avant, on était habitué à avoir notre grade 3 depuis notre ride line, et au pire, si on n'avait pas le Persona Ride, c'était pas très grave. Là, on est obligé d'avoir le grade 4 pour avoir le tour le plus optimisé possible. On a besoin de Pandemonium, on a besoin de 2 Swirlers, on a besoin de Queen Lou, on a potentiellement besoin de Brian pour donner plus de peps à tout ça. Et donc, ça va faire un deck qui va être très très piece reliant au final. On va avoir besoin de nos pièces de combo, et on ne pourra pas faire toujours ce qu'on veut quand on le veut. Et ça, vraiment, c'est un problème que j'ai trouvé assez handicapant. Au-delà de ça, le deck a, comme toujours, très peu d'early. Alors, quand je dis comme toujours, on va voir justement, j'ai essayé de changer ça avec une autre version. Mais là, techniquement, c'est un deck qui ne nous laisse pas avoir d'early game. Et c'est assez problématique pour le coup. Parce que vraiment, ça nous oblige à tout jouer sur un seul tour. Et tout jouer sur un seul tour, ça veut aussi dire que l'adversaire, si on n'a pas d'early game, aura pas forcément beaucoup de dommages pour envoyer notre gros tour. Et en fait, ces attaques dont je parlais avant avec Swirler qui vont être à critical 1, mais à 50-60 000 et pas de perfect guard, elles peuvent se retrouver très facilement nos gardes. Là où le Bruce, qui lui va avoir 2, 3, peut-être même 4 critical, aura déjà très peu de puissance par rapport au reste du terrain. Il sera au mieux peut-être, si on met un Tactics et un Brian, il est à 28, critical 3 peut-être. Mais le truc c'est que 28 c'est pas tant que ça, on peut peut-être lui mettre un Dobber pour le passer à 38. Là ça devient un peu plus menaçant. Le truc c'est que forcément, comme les Perfect Guard ne pourront pas être utilisés sur notre Swirler, bah, ce qui va se passer c'est juste que l'adversaire va Perfect Guard notre Bruce, va prendre les Swirlers qu'il peut, et après il va claquer un petit peu de sa main sur les autres Swirlers, mais vu que lui il aura déjà eu 3 ou 4 tours pour commencer à jouer son jeu, à faire peut-être des effets, et du coup à commencer à préparer en fait notre tour de Final Rush, il aura eu le temps d'accumuler les ressources nécessaires potentiellement pour tenir nos tours de one shot. Et le problème que j'avais du coup avec cette version, c'est que je faisais des gros tours, mais derrière je manquais vraiment de power-up. En fait j'avais pas de follow-up comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire que j'avais tout sur... il m'arrivait d'avoir tout sur mon tour, et ça se passait bien, mais si j'arrivais pas à tuer, ce qui était souvent le cas, j'avais ce problème de pas avoir de suite derrière. En plus de ça, le tour qu'on fait était quand même très très CB-vor, parce qu'on a un CB pour Bruce, un CB pour Tactics, potentiellement un CB pour Lyle, et vu qu'on essayait de spammer un maximum pour avoir le plus d'effets possible, bah ça part assez vite malgré tout les Counterblast dans une situation comme celle-ci. Donc j'ai pas été très très fan de cette version. J'avais un problème surtout, c'est que je trouvais qu'elle était très dépendante de mes checks. Donc c'est pour ça que j'avais mis 8 crits, parce que je me disais, ok, peut-être qu'il pourra no-guard mes premières attaques, mais quand mon Swirler sera à 63 et qu'il va restand, pas de perfect guard, avec un crit par-dessus, là il peut prendre la game. Et c'est vrai que effectivement, ça fait partie de cette situation. Alors, déjà, ce qui m'embêtait, c'est de me dire que mon deck était dépendant de check des crits pour gagner. Alors certes, j'ai 3 checks, puis une check avec le restant de Bruce, donc 4 checks, il y a des chances d'avoir au moins un crit, bien sûr, quand on en joue 8. Mais le truc, c'est que ça m'embête de me dire, mon deck est dépendant de mes drive checks. Je veux bien que les drive checks peuvent m'aider à dépanner certaines situations, bien sûr, mais j'ai pas envie que mon deck soit dépendant de ça. Donc forcément, cette version avait moyen d'être améliorée. Déjà, une chose qui doit sûrement vous sauter aux yeux, il n'y a que 3 Swirlers qui est une de mes cartes clés. Pourquoi? Parce que j'ai testé ce deck directement à la sortie de l'ABT, et en réalité, j'avais que 3 Swirlers. Dans la charoupée, on n'a pas ouvert assez. Mais dans un monde parfait, Swirler aurait été un x4, bien sûr. Après, il y a une carte dont on m'a parlé, et je suis assez d'accord avec les gens qui m'ont parlé de ça. Bah, c'est Eden tout simplement. Donc Eden, c'est cette carte qui va permettre de gagner un critique quand il va restand et qu'on est en final rush. Au-delà de ça, il a un petit effet qui permet d'éviter de se faire rush, puisque quand son attaque va toucher, counterblastant et on retire un rearguard adverse. Et surtout, bah, quand on est en final rush, il gagne 5000 et quand il restand, il gagne crit plus 1. Et donc là, ça aurait pu être assez intéressant de peut-être mettre Eden dans le deck, à la place peut-être de Lyle, du coup, je sais pas, ou peut-être trouver un peu de place ailleurs. Peut-être qu'on aurait pu faire de la place au niveau de Brian, peut-être jouer que 3 Brian, peut-être jouer que 2 Dobber, mais après il faut se déplacer pour un autre Swirler, peut-être que 3 Queen Lou, et peut-être seulement 2 ou 3 Lyle, et réussir à classer peut-être réussir à mettre du coup des Eden quelque part dans cette compo, de façon à avoir un crit qui est assuré, de ne pas être dépendant de ces crits là, et du coup on pouvait tout simplement, si on le souhaitait, mettre avec Queen Lou le garde strict sur le Eden, et suite à ça, du coup, on mettait peut-être un Swirler en boost derrière, qui allait quand même accumuler de la puissance. Le Eden pouvait gagner 5000 par son effet, donc il est passé à 15, 25 par Pandemonium, peut-être 30 par Brian, ce qui n'est pas un chiffre extraordinaire, bien sûr, enfin 30 000 c'est pas très très fort, mais pas de perfect guard malgré tout, donc ça forçait un petit peu de la main inverse, et sur le restand, on avait une colonne qui pouvait taper peut-être dans les 60-70, critical 2, pas de PG, et là était la menace. Donc c'est peut-être une façon d'envisager le deck. Malgré tout, moi je vous dis, j'ai pas apprécié là, ce build Glass Cannon, mais une fois de plus, je tiens à vous préciser quand même que je l'ai pas poussé à fond malgré tout. Comme je vous dis là, j'aurais pu essayer d'attendre un petit peu, de tester avec 4 Swirlers, de jouer plus, de mettre des Eden dedans, mais
Voilà, moi le peu que j'ai essayé, le deck a vraiment sous-performé, et je trouvais ça assez décevant venant d'un deck comme Bruce qui jusqu'à maintenant avait été un très très bon deck, de voir à quel point il était compliqué à utiliser, et c'était très très piece reliant, et il y a beaucoup de moments où je piochais vraiment pas mes pièces, et je faisais des tours assez médiocres, pour être sincère. Donc voilà, ça c'est la première version du deck, et du coup, c'est pas là que ça va s'arrêter, puisque je me suis pas laissé abattre, bien sûr, je me suis dit, ok c'est pas grave, la première version marche pas, on va essayer quelque chose d'autre. Donc j'ai eu une version un petit peu intermédiaire. Je vais pas forcément vous la montrer là, puisque je vais surtout partir sur le build qui en a découlé. En fait, la version intermédiaire est très très proche du build que je vais vous montrer là. Donc, qu'est-ce qui n'allait pas dans ce deck? Déjà, je me suis dit, le côté Glaceon ne me plaît pas du tout, donc on va enlever ces pièces de combo, et essayer de jouer un deck qui fonctionne un peu plus sur la durée, donc j'appelle ça un mid-range personnellement. Donc c'est un deck qui va, techniquement, qui peut être agressif quand il y a besoin, jouer un peu plus lentement quand il y a besoin, et surtout pour moi, enfin, alors du coup midrange c'est peut-être pas le bon terme, mais surtout je veux l'opposé du Glass Cannon, c'est pas un deck qui mise tout sur un tour, mais c'est un deck qui va un petit peu grind en fait, alors grind il faut le dire vite, mais l'idée c'est de se dire j'ai 6 attaques par tour quand je suis sur Unrivaled, je vais en profiter, je vais peut-être pas tuer sur mon premier tour d'Unrivaled, par contre, faut oublier que malgré tout je check quand même 4, donc je fais techniquement 4 nouvelles cartes qui vont dans à chaque tour, j'ai des options dans l'Arc-State pour me permettre de faire un petit peu de CA, et on va essayer de jouer un petit peu sur ça, et de me dire si je suis pas sur le premier ride, c'est pas très grave. J'aurai peut-être un deuxième tour, et tenir 6 attaques sur 2 tours d'affilée, il faut réussir quand même. Alors, bien sûr, un des gros problèmes pour moi de cette version que je vais vous montrer, c'est que là on a la version qui prend du power-up et qui limite n'en a rien à faire entre guillemets des triggers défensifs, puisque on a des grosses colonnes, encore que ça se défend, puisque comme je le disais avant, Bruce est une carte qui va pas taper si fort que ça quand on le compare à Swirler par exemple. Après, il y a peut-être un monde où on pourrait se dire aussi, avec 4 Swirler, si j'arrive à en avoir 3 en back row, et j'ai une back row de malade, c'est vrai, mais réussir à avoir 3 des 4 copies en même temps dans la main, plus les autres pièces de combo, ça me semble assez compliqué, pour être sincère. Donc voilà, je me suis dit, je vais enlever toutes ces pièces de combo un petit peu compliquées, donc j'ai enlevé, pour des mots tactiques, j'ai enlevé Swirler, j'ai enlevé Brian, qui pour moi, Brian était vraiment exclusif à ce deck, et déjà je me suis dit, comment on va remplacer ça? Pour faire simple, et bon, je vais en parler tout de suite, mais Queen Lou, je l'ai testé. J'ai testé dans cette version un petit peu mid-range et j'ai pas du tout apprécié. Donc Queen Lou fait également partie des cartes qui ont disparu de cette nouvelle version. Donc là, avec toutes ces cartes que j'ai enlevées, qu'est-ce que j'ai rajouté? Alors, pour être sincère, j'ai également enlevé un Lyle. Parce que Lyle, c'est une carte que je trouve très sympathique, mais c'est une carte que je trouve pas nécessaire en 4 exemplaires. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je vais miser sur Dauber. Dauber, c'est un des meilleurs grade 1, donc ça serait dommage de pas en jouer 4. Surtout que Dauber fonctionne également plutôt bien avec Lyle, je trouve, parce que Lyle peut sortir un Dauber. En fait, si on utilise Dauber pendant un tour, Lyle, vu qu'il peut sortir ce qu'on veut depuis la soul, Dauber c'est une des meilleures cibles qui puisse sortir finalement, parce que Dauber, comme je l'ai dit, c'est une carte qui va mettre 8000 sur un boost, puis 10 000 sur 2 attaques. Donc c'est une très très bonne carte pour faire des colonnes très très intéressantes. Et, une fois de plus, Bruce n'a peut-être pas si fort que ça, mais si on met un Dauber sur Bruce, et qu'on utilise une carte comme, à tout hasard, Blast Full Dive, on a un Bruce qui peut taper à 33 000, et 33 000, quand c'est après la moyenne de nos attaques, parce qu'on va le voir, du coup, j'ai également ajouté une autre carte dans cette même optique qui est Marjorie. J'ai repris un petit peu les cartes du build d'origine, en fait, du build plus classique de Bruce, du build, du coup, moins Glass Cannon. Et donc là, on peut avoir des colonnes déjà qui vont être Marjorie, avec son propre effet, passe à 23. Sur Hellblast, elle passe à 33. Bruce, de base, il passera à 23 avec Hellblast. Donc bien sûr, c'est pas des paliers qui font très très peur. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est sur 33. Si on a deux Marjorie, on fait 33, 33. Bruce tape à 23, restante tout. Bruce retape à 23, 33, 33. Là-dedans, il faut également ajouter qu'il y a 4 checks. Et donc potentiellement, ça sera plus du 23, 33, 33 sur les 3 dernières attaques. Ça peut être beaucoup plus. Donc, malgré tout, je trouve que c'est beaucoup moins agressif. Ce sont des bonus de puissance qui sont un peu plus faibles et qui vont me rappeler un petit peu quand on joue en boost en DBT1 finalement, puisqu'en DBT1, on n'avait pas encore accès à Hellblast, donc en fait notre seule façon de faire du power-up, bah, c'est de miser sur des colonnes Marjorie plus Persona Ride, de taper à 33 000, de faire 5 attaques, donc une de Vanguard, enfin 4 de rearguard qui vont restendre, enfin 2 rearguard qui vont restendre chacun. Et en fait le seul problème qu'on avait, c'est que on avait besoin de jouer un petit peu plus... comment dire ça, un peu plus lentement, et le plus gros problème qu'on avait, c'est que si on jouait trop lentement, qu'on mettait pas de dommage à l'adversaire en early game, bah, ce qui allait se passer, c'est qu'il allait juste être à un dommage, peut-être 2 grands max, allez 3 si on était fou, et du coup, il avait potentiellement de quoi avoir des trigger def sur notre tour de Bruce. Alors en plus, au-delà de pouvoir no-guard 2 attaques, ça pouvait lui donner des trigger def, et un trigger def sur du coup une attaque, quand on tape à 33, qu'il y a un trigger def en face, que ça passe à 23, d'un seul coup 15 000 de shield, ça garde une attaque, et là ça fait un petit peu peur, parce qu'il peut très facilement commencer à garder des attaques,
Et c'est un petit peu le problème qu'on va avoir avec ce deck, je trouve, parce que à partir de la DBT2, on a eu Hellblast. Et Hellblast, ça nous a apporté une chose incroyable dans Bruce, c'est de pouvoir faire des tours de Persona Ride plus Hellblast, et ça n'enlevait pas le margeau de l'équation, on a même ajouté Lennart dedans. Donc on commençait à avoir des colonnes, au-delà de pouvoir faire déjà 6 attaques, quand on faisait le combo Lennart plus Protobulb, qui souvent fonctionnait très très bien avec Marjorie, on avait accès à des colonnes qui tapaient dans les 43 000, puisque Persona Ride 10 000, Hellblast 10 000, Marjorie gagne 10 000, boum, Marjorie tape à 43 000. Et 43 000 qui va restendre, ce sont de très très grosses colonnes, et là on avait vraiment beaucoup moins peur des trigger def. Le problème du coup c'est que ce build n'a pas accès à ça, puisque le grade 4, il a des avantages bien entendu, parce que comme je l'ai dit, en fait je trouve que le grade 4 et le grade 3 sont tous les deux intéressants à leur façon, et j'ai à l'heure actuelle un build de chaque, j'ai un build grade 4 et un build de grade 3. Actuellement, j'essaie surtout de tryhard le build grade 4 parce que je trouve ça assez intéressant. Là où le build grade 3, je trouve qu'il stagne un petit peu depuis la fin de depuis la BT2. La BT3 a apporté Derrick, qui est pas une mauvaise carte, mais qui est une carte que je considère pas non plus. Je l'aime pas tant que ça, moi, à titre personnel, Derrick. Et du coup, je trouve que le build stagne un petit peu. Donc voilà pourquoi je veux essayer de me focus sur le build grade 4, parce que je trouve que le build grade 3 est déjà à peu près solve en fait. Et je trouve pas que la BT4 lui apporte tant que ça en termes de cartes génériques. Donc voilà pourquoi je tryhard entre guillemets autant ce build grade 4. Donc, voilà sur ce quoi je suis parti, et je me suis dit, il n'y a pas besoin de plus de grade 1 en fait. Moi ce que je veux, comme je disais tout à l'heure du coup, il y a une façon peut-être de contrer les trigger def adverses, c'est de mettre des dommages rapidement à l'adversaire en early game, quand il n'a pas encore commencé trop à jouer, et surtout quand nous on n'a pas encore commencé à jouer, pour que quand nous on entame notre final rush et qu'on ride notre grade 4, l'adversaire soit déjà à 3 dommages si possible, 2-3 dommages, plus ça serait mieux bien sûr, et du coup, quand on va commencer à taper avec nos colonnes, il a moins de chances d'avoir des trigger def, et donc, techniquement, il devra garder plus d'attaques. Donc comment est-ce qu'on arrive à un résultat comme celui-ci? Bah j'ai changé mon build de façon à ce que du coup, il y ait beaucoup de grade 2. J'ai fait d'ajouter du coup les 4 Eden. Eden qui est une carte très intéressante, au-delà de son petit effet en early game qui va des fois forcer la garde, puisqu'on peut forcer un petit peu l'adversaire à dépenser du shield dessus. Si l'attaque touche, c'est bien en retirant. Et des fois, il y a des cartes que l'adversaire ne veut pas se faire retirer. Surtout qu'il se dit qu'un contre un deck comme Bruce, c'est pas trop un souci. C'est pas un deck qui retire de base, ce qui est un petit peu faux en réalité. Puisqu'on a également une autre carte qui va arriver après qui est dans cette même optique de contrôle un petit peu. Et du coup, Eden également, quand il restand, il gagne un crit. Et ça peut être intéressant, comme je disais tout à l'heure. Du coup, il y a aussi une autre chose, c'est que si l'adversaire est à trop peu de dommages, bah, on peut jouer sur Eden, le restand, gagne un crit automatiquement. Et Eden, bah, de base, il est à 15. Il va passer à 25 sous Hellblast, il peut passer à 35 sous Dauber. Et en vrai, 35 crit 2, ça devient déjà assez une menace. Sans oublier que du coup, on peut également mettre des triggers dessus, parce qu'on va check 4. Je le répète beaucoup, mais ça joue quand même pas mal. C'est une chose que j'avais vraiment sous-estimé. Et le fait qu'il y ait 4 dans le tour, ça peut quand même très vite faire monter la puissance des colonnes. Donc voilà, le fait qu'Eden gagne un crit automatiquement, j'aime beaucoup, parce que j'ai pas besoin de miser sur un crit pour me dire j'ai une colonne qui est déjà de base assez effrayante. Et après, je peux me dire, je peux taper avec Eden d'abord, sur le restand, qui aura déjà gagné le crit, et après j'ai 2 colonnes, le Vanguard peut taper, mettre une pression de crit, et si le crit arrive vraiment, mettre le crit sur la dernière colonne si le Vanguard était garde en fait. Il y a vraiment des petits tricks comme ça à faire, enfin des tricks, c'est un peu exagéré ce que je dis là, mais il y a vraiment des timings d'attaque qui sont intéressants, et je trouve qu'Eden est plutôt une bonne carte dans cette optique. Pour finir, je suis passé sur 3 Lennart. Alors Lennart pour l'instant j'y réfléchis encore, mais ce que j'aime avec Lennart, c'est que dans ce build, du coup, ce qu'il faut vraiment préciser, si vous n'êtes pas au courant, je pense que beaucoup de monde le sait déjà, mais vous n'êtes pas encore habitué à Bruce, Lennart a du coup 3 effets. C'est une excellente carte, mais en réalité, l'effet le plus important de Lennart est débloqué quand notre Vanguard est Diabolos Violence Bruce, et non pas Diabolos Unrivaled Bruce. Donc en réalité, dans ce deck, on va débloquer les effets complets de Lennart à aucun moment, puisque il y a un moment où on sera en Final Rush, il y a un moment où on sera sur Violence Bruce, mais dans tous les cas, on n'aura quasiment jamais les deux en même temps. Alors on peut les avoir de temps en temps, si tout simplement on brique et qu'on touche pas le grade 4, bah on a quand même accès à Lennart du coup qui peut faire des petits tricks avec Gear Dauber, potentiellement avec Lyle aussi, parce que Lennart peut sortir un Lyle, qui peut sortir un Dauber, mais en vrai si la colonne en face est pas vraiment vide, il y a très peu d'intérêt. Mais voilà, donc pourquoi Lennart du coup? Donc Lennart c'est une carte que je trouve intéressante des fois, puisque si on sait qu'on va pas tuer, on peut aussi se dire, c'est pas grave, au-delà de gagner de la soul charge avec Lennart, qui peut être intéressant, parce que le build, vous pouvez le voir là, il n'y a pas tant de cartes qui soul charge que ça, il y en a un petit peu bien sûr, mais principalement c'est Marjorie, il y a un petit peu Lyle, Dauber va en soul, mais il n'y a pas tant de soul charge. Donc du coup, avoir un Lennart qui peut potentiellement menacer une colonne complète, parce que Lennart, je le rappelle, attaque une colonne, quand il attaque les 2 cartes de la même colonne, il attaque pas juste la carte qui est devant.
Également, il gagne 5000, donc ça reste un tapeur à 15, ce qui est intéressant, sans coût, contrairement à Light qui est obligé de payer un Counter Blast pour pouvoir gagner ses propres 5000. Et sur un tour de grade 3, ça me dérange pas du tout de call mes Lennard. En fait, ce que je veux avec ce build, le fait d'avoir 10 grade 2, ça me permet en early game de vraiment les poser sur le terrain sans trop de soucis. Alors sans non plus tout poser, mais j'aime bien en tour 2 poser un grade 2 en plus de mon Vanguard, essayer de mettre un petit peu plus de pression. Et je me dis, soit les attaques touchent, c'est nickel, il y a plus de dommages en early game, donc ça me permet moi d'avoir moins de dommages à mettre sur mon gros tour. Soit les attaques sont gardées, il n'y a pas de souci, c'est des cartes qui dégagent de la main adverse qu'il n'aura pas pour plus tard. Ou alors, même s'il y a un trigger def en face et du coup j'ai qu'une attaque sur deux qui passe, il y a des chances que l'adversaire focus un petit peu dans les regards parce qu'il va pas aimer cette agression. Et donc dans ce cas-là, mon grade 2 au pire, c'est un shield à 5 qui aura pris une attaque et dans tous les cas, il aura été plus ou moins rentable. Donc moi j'aime beaucoup ça. Après bien sûr, c'est pas vrai dans tous les match-ups. Quand il y a des match-ups qui vont faire du field control, qui vont pouvoir nous gérer notre board, ça sera pas vrai. Ils vont pouvoir nous gérer nos regards. Donc ça c'est à nous de savoir à peu près contre quel match-up on joue et comment on peut poser nos ressources. Mais voilà plus ou moins la liste que je teste actuellement. À peu près. Puisque du coup cette liste, je l'aime plutôt bien. Je sais ce que j'ai testé hier et elle a été plutôt... honnêtement, les résultats étaient bien meilleurs que ceux à quoi je m'attendais. Parce que bah, les tours sont assez constants, c'est-à-dire que même si je tue pas sur mon premier tour, c'est pas très grave, parce que j'arrive plus ou moins à faire ce que je veux sur mon deuxième tour. Le deck est pas trop CBvore, mais c'est vrai que ce qu'il faut ajouter par rapport à la version du build grade 3, donc la version Persona Ride, c'est que le build grade 4 est quand même beaucoup plus consommateur de Counter Blast. Alors c'est à moitié vrai, parce que là du coup, dans ce deck, il y a les Nard. En fait, le build est assez similaire à ce qu'on peut avoir d'un build BT3, sauf qu'à la place d'avoir le CB de Revolt, avant il y avait le CB de Protobulb. Donc en réalité, un tour, ça va coûter en moyenne 2 CB. On va miser un sur Hellblast, un sur Bruce. Donc on a 2 tours plus ou moins offerts. Après, comme dit Lyle, il a également un CB. Eden a un CB, mais ce sont des CB qui sont en soi pas obligatoires. Ce sont des CB qui vont venir des fois nous débloquer certaines situations, mais il faut absolument pas se sentir obligé de claquer les CB à tout moment. C'est également une question de gestion de ressources. Donc voilà, mais il y a un petit twist, c'est que actuellement, alors ce ratio de trigger ne me déplairait pas forcément, et du coup, pour l'instant, mon ratio de trigger est un petit peu différent, parce que je ne joue pas 4 crits, enfin je ne joue pas 8 crits, je joue actuellement sur seulement 3 crits, parce que j'estime que j'en ai pas forcément besoin, mais ça va, on verra, je continuerai de tester. Je joue actuellement Rainbow en fait, je joue juste, donc les triggers qui me donnent du shield, donc ça c'est potentiellement 20 000 de shield en late, ça c'est pour ça que j'aime beaucoup. Pour ce qui est du draw, techniquement c'est vrai que c'est un shield à 5, au mieux c'est un shield à 10, mais de temps en temps, comme on va en early game souvent se prendre un petit peu la sauce, avoir un draw ça peut vraiment faire du bien. Avoir un draw c'est piocher une carte, enfin c'est pas de piocher une carte qui peut être un grade 2 pour taper, ça peut être une carte pour garder avec, ça peut être une pièce de combo pour plus tard, mais dans tous les cas le draw fait rarement du mal en fait. Et dans ce build j'ai pas eu jusqu'à maintenant de soucis de... Alors si j'ai eu une fois un souci de deck out, c'est vrai, ça m'est arrivé sur une game, mais j'avais pour ma défense, enfin pour la défense du deck j'avais un petit peu abusé de Lennard, de sa soul charge, et je pense que ça vient un petit peu de moi aussi. C'est un peu moi qui ai mal géré, plus que quelques heals en face, bon voilà, ça peut arriver bien sûr, ça reste un deck Bruce, ça peut deck out. Mais du coup, je teste actuellement ce ratio de trigger. Uniquement 3 clips, au final, je me dis, vu l'absence de mes colonnes, le crit c'est clairement pas obligatoire, et le crit peut être gagné de base par Eden en plus. Mais je pourrais très bien imaginer une version où je joue peut-être 7 crits, 4 draws, peut-être que je jouerai une version avec 8 crits, 3 fronts, je sais pas encore. Pour l'instant, le ratio trigger, c'est toujours, enfin j'en débat toujours, je suis clairement pas encore fixé, mais il y a des options, et ça va jouer un petit peu sur la suite des tests, justement ça va être ce que je vais continuer à tester. Mais actuellement, j'aime plutôt bien cette version. Et une fois de plus, attention, je ne défends clairement pas la version comme étant la meilleure, c'est juste que par rapport à la version que j'ai testée avant, la version Glass Cannon qui... malgré tout, vous pouvez la défendre de ce côté-là. Celle que j'ai testée n'était pas complète. C'est le build que je trouve quand même qui a fonctionné le mieux pour moi jusqu'à maintenant. Après, comme je le disais, du coup, il y a d'autres options à tester. Et je vais parler maintenant de 2-3 cartes qui pourraient rentrer dans le build. La première, justement, j'en ai parlé un petit peu avant, mais avec le BT3, c'est Derrick tout simplement, parce que Derrick c'est une carte qui en soi est malgré tout pas mauvaise. Donc elle pourrait peut-être rentrer dans ce build. Donc c'est une carte qui est intéressante pour un point, enfin une chose que j'aime beaucoup, hein, c'est qu'on peut la commit, et son skill après c'est un acte, c'est pas un auto, donc si on la pose en early game, et qu'elle reste sur le terrain, on pourra utiliser son skill plus tard, et ça j'aime beaucoup. Après en soi c'est un tapeur à 15 qui peut remplir le board et vider un peu le board adverse, rien d'extraordinaire, mais des fois ça peut suffire en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup plus, et on pourrait peut-être imaginer avoir Derrick à la place de Lennard par exemple. Après tout, pourquoi pas.
Peut-être ou peut-être à la place de Line, parce que les deux ont un CB, les deux vont permettre de monter un peu de la soul, les deux vont permettre de coller des cartes. Peut-être que Derrick pourrait être à la place de Line. Comme je l'ai dit, pour l'instant, j'aime bien. Actuellement, je teste toujours Line. C'est une carte que j'aime plutôt bien, et j'aime surtout pas beaucoup Derrick en fait. Donc c'est pour ça que actuellement il n'est pas dedans. Ensuite, une autre carte que je pourrais peut-être envisager. Pour l'instant, j'imagine pas vraiment trouver de place dessus, mais on sait jamais. C'est Wade. Donc Wade, c'est une carte très simple. C'est un gradin qui va permettre de s'envoyer en soul pour donner 10 000 à notre Vanguard Bruce. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait, Wade, ça serait plus ou moins une continuation de Dauber, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, souvent quand on va faire un tour avec des Marjorie et Hellblast, bah notre Bruce finalement il va se retrouver à 23 000 de puissance, là où nos conneries vont être à 33 000, et donc il va être, entre guillemets, pas si effrayant. Là où si on met un Wade dessus, 33 000, c'est-à-dire que si même si l'adversaire a un Trigger Death, bah quand on tape à 33 sur un 23, ça va quand même demander de la garde, sachant qu'on parle là d'un Vanguard qui va avoir triple check. Donc bien sûr, même de base, s'il est à 23 sur 23 et qu'il a triple check, ça met un peu de pression. Mais le fait qu'il soit à 33, ça pourrait vraiment aider à mettre plus de patates sur le Vanguard. Mon plus gros problème avec Wade, c'est que je sais pas trop comment je dois en trouver. Est-ce que j'essaierais peut-être de retirer un Lennard et un Lyle pour mettre 2 gradins en plus, pour avoir entre guillemets 6 cartes dans le deck, 6 gradins qui permettraient de mettre 10 000 au Vanguard avec 4 Dauber et Wade. Le truc c'est que Wade, je trouve vraiment moins impressionnant que Dauber. Là, comme je disais, Dauber il est très très versatile. Il va pouvoir il va avoir une grosse utilisation. Wade, c'est un vrai -1 pour mettre 10 000 à un Vanguard qui va rester, donc ça reste ok. Mais il est quand même moins polyvalent et pour l'instant, j'imagine moins avoir besoin de lui. Mais je ne le néglige pas pour autant, c'est peut-être une option à envisager plus tard. Et pour finir, il y a quand même 2 autres options que je voudrais citer, parce que Antoine, si tu regardes cette vidéo, c'est un combo que Antoine aime beaucoup. Il s'agit du fameux Spartan Gungernam. Alors, attendez, le focus. Voilà. Donc, Spartan Gungernam, pourquoi? Donc ce combo, ça permet de faire de l'early game. J'en parlais tout à l'heure, justement, quand je parlais de faire de l'early game, dans le but de mettre des dommages rapidement. Pourquoi Gungernam Spartan? Parce que Gungernam, quand il est placé sous le charge 1, et il a un autre effet. Une fois par tour, on peut sous place 3 et draw 1. Et donc Spartan, c'est une carte qui, quand elle est placée, peut CB1 et sous le charge 2. Donc quand on a les deux dans la main, on peut piocher une carte gratos en fait. Donc on peut comme notre Gungernam, sous le charge 1. Techniquement, on aura déjà sûrement la soul qu'on a actuellement par la raid line pour sous place 3 et draw 1. Et ensuite, on peut call Spartan, CB1 sous le charge 2. Et donc, techniquement, on a pioché gratuitement une carte. Et on a 2 cartes sur le terrain qui sont venues et qui peuvent maintenant servir à taper. Ça peut être un boost Vanguard plus un grade 2 à commit en early game. Et du coup, ça nous permet tout simplement d'avoir de la présence en early game. Et j'avoue, j'avais testé ça au moment de la DBT2. J'avais testé une liste avec Gungernam et Spartan. Et j'avais beaucoup aimé, honnêtement. Parce que ça me permettait de jouer 8 crits. Et malgré tout d'avoir un petit peu de draw power en early game. Donc c'est quand même quelque chose à envisager. Peut-être qu'il y a une version de ce deck qui joue 8 crits. Après peut-être 3 fronts, 3 draws, je sais pas, selon les préférences. Je tendance à partir sur peut-être des fronts et pas des draws. Pour une simple raison, qui est que actuellement dans le deck, la seule carte qui va demander un Soul Blast, c'est Bruce. Et donc souvent il n'y a pas trop ce problème. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas tant de cartes qui soutiennent sur ça dans ce deck. Principalement ça va être Marjorie, peut-être Lennard, un peu Dauber, Lyle par moment. Donc il y en a quand même bien sûr, mais il n'y en a pas non plus tant que ça, le deck ne fait pas que sous le charge, contrairement à un Barrow Magnus par exemple. Du coup le fait de rajouter des cartes qui vont sous le blast dans le deck, ça ajoute un potentiel risque à certains moments, ne pas avoir assez de soul pour utiliser Bruce si on utilise mal nos cartes, ou si on se dit, allez il ne manquera que un, c'est pas très grave, je vais finir par le choper, et qu'on pioche que des cartes qui ne sous le charge pas. Donc si vous voulez essayer Gungernam Spartan, je vous encourage. Mais faites bien attention à la façon dont vous gérez vos costs. Et aussi actuellement, dans cette liste, je sais pas trop comment je mettrais Gungernam et Spartan. Il y a un monde où ça se peut être Gungernam, ça se peut être Spartan. Et voilà, on fait 3-3. Là, on met plein de crits. C'est peut-être envisageable. Après, il y a aussi une chose que j'aime moyennement dans cette chose, enfin dans ce combo. Au-delà du Soul Blast de Gungernam qui va ajouter plus d'aléatoire dans notre Soul, tout simplement. Il y a aussi le fait que Spartan a un Counter Blast. Après, c'est pas trop grave, parce que souvent, c'est un Counter Blast qu'on va sûrement faire en early game. Et en early game, on n'a pas de CB avant le tour 3, voire le tour 4, en fait. Vraiment, littéralement le tour 4 maintenant. Ça, c'est sûr. En fait, oui, de toute façon, déjà avant, peut-être à part Eden, il n'y a pas trop de CB qui vont vraiment s'activer en early game. Donc, on a le temps d'avoir des heals potentiellement, par exemple, parce que de toute façon, on risque d'avoir plus d'un sur l'adversaire, puisqu'on va pas mettre autant d'offensifs, à part si l'adversaire joue un deck vraiment très très long. Voilà, le CB de Spartan, il a de grandes chances de se faire heal à un moment, mais c'est un CB qui se rajoute dans le deck, et je tiens juste à prévenir que, dans tous les cas, ça rajoute un petit peu de cost. En fait, ça rajoute un cost en Soul Blast, un cost en CB au deck, qui demande une meilleure maîtrise du deck, je pense, mais en contrepartie, ça peut également donner de l'early game, et c'est peut-être une option envisagée, du coup. Puis si on veut que ce deck puisse jouer les 8 crits, peut-être que jouer Gungernam et Spartan, c'est également une option viable. Donc comme vous pouvez le voir, je pense que le deck a du potentiel, je pense qu'il y a plusieurs
sources à aller explorer. Mais forcément, pour l'instant, le deck, je ne l'ai pas solve. Et je sais pas si je le solverai avant, parce que même quand je jouais en DBT2, DB3, il y a toujours des moments où j'essayais de changer quelques trucs dans mon deck, et j'étais jamais 100% satisfait, malgré que le deck tournait très très bien, il avait une base très très solide. Mais il y avait toujours quelque chose, enfin, il y avait toujours 2-3 ratios de cartes que je voulais essayer de changer. Je vais toujours tester des nouvelles choses. Et là, pour l'instant, avec ce build BT4, c'est également la même chose. C'est vrai que là, pour l'instant, ça fait une semaine que je teste des builds différents. Et pour l'instant, je suis de plus en plus satisfait, mais j'ai pas encore atteint le build parfait, je pense. Et je l'atteindrai peut-être même pas. En même temps, parfait, c'est un petit peu présomptueux. Mais voilà, donc c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo discussion qui a duré une bonne demi-heure, visiblement. Mais j'espère que si vous essayez de jouer Bruce, ça vous aura peut-être un petit peu éclairé, un petit peu guidé. Ça vous aura peut-être donné quelques idées également à essayer. Et peut-être que vous allez me dire que pour vous, le build Galson fonctionne très très bien, et que j'avais mal buildé le mien, c'est très très forcément possible. Comme dit, j'ai pas beaucoup travaillé parce que j'ai trouvé le deck. Enfin, le build pas très très intéressant, et c'est pas vraiment ce que je cherchais de Bruce, donc j'ai assez rapidement give up, j'ai testé 2 jours, et au final je me suis dit bon, les tests étaient pitoyables, donc je vais pas chercher plus tout simplement. Mais peut-être qu'il y a des options que je n'ai également pas envisagées, bien sûr. C'est vrai que je vous ai montré un certain panel de cartes, mais il y a beaucoup de cartes actuellement dans Dark States, et il y a peut-être des choses que je n'ai moi-même pas envisagées, qui auraient leur place dans un deck comme celui-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire si vous en avez. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos, et d'ici là, portez-vous bien!